5, 4, 3, 2, 1... Bonne nouvelle saison. C'est la saison numéro 3. La saison automne. C'est la saison 3 et on ouvre 2024 avec un épisode qui va être fou, les gars. Comme d'habitude, mais peut-être encore un petit peu plus. C'est notre premier ministre en exercice. Allez, on y va. C'est aussi ça la politique. Les affaires de la nation avant les individus. Et oubliez cette info. Impossible, ça me regarde. Non, le précédent ministre des Sports ne s'est pas mêlé de votre gestion des otages. Ça n'a rien à voir, il n'était pas au Quai d'Orsay avant. Bon, vous sortez de mon bureau. Et vous ne me parlez plus des otages, sinon je vous nomme au secrétariat d'État au numérique. Oh. S'ennuie pas avec elle, hein. Aime bien aller. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Et nous voilà partis pour une nouvelle saison de Trench Tech. Je suis Mick Lévy, évidemment, avec Cyril Chaudoir. Salut Mick, salut tout le monde. Salut. Et Thibaut Leman. Hello tout le monde. Et les gars, quelque chose me dit qu'on va avoir du boulot chez Trench Tech. Je ne crois pas qu'on va se faire tout de suite remplacer par des IA en tout cas. Ouais, on verra ça. Bon, vous avez aimé l'année 2023 ? Mais grave. Alors, 2024 s'annonce encore plus dingue. Mais de ouf, Mick. Et ouais, entre giga promesses des IA, méga réglementation européenne, entre feuilleton drama mondial chez les géants de la tech et prophétie d'anéantissement des humains par les IA, entre espoir d'un avenir économique florissant et une fracture numérique toujours plus profonde, entre cyberguerre mondiale et cyberharcèlement à l'école, entre rêve quantique et désinformation organisée à grande échelle, il y a du pain sur la planche, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, et pourquoi pas le président tant qu'il y est ? Ah, attends, me donne pas d'idée comme ça. Bon, pour ouvrir notre 3e saison, on reçoit donc Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique, fonction qu'il occupe depuis juillet 2022. Diplômé de HEC, dont il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, il a mené des travaux de recherche en économie, en particulier sur le financement des entreprises et de l'innovation. Cela l'a d'ailleurs mené à l'enseignement, notamment au MIT et à HEC. Chacun le sait, il poursuit aussi une carrière politique. Affilié au mouvement démocrate, le MoDem, dont il est vice-président, il est élu député des Yvelines depuis 2017 et conseiller régional d'Île-de-France depuis 2021. Alors avec lui, on a un sacré programme aujourd'hui pour comprendre les priorités du gouvernement et la feuille de route sur le numérique. Lors de notre grand entretien, nous verrons donc comment se positionne un ministre de numérique sur l'échiquier gouvernemental, puis nous ouvrirons le bouillant sujet des ambitions françaises sur l'IA, avant de nous attaquer au délicat dossier de la protection de nos concitoyens face aux risques sociétaux du numérique. Dans cette 3e saison, on conserve bien sûr ce qui fait le sel de Trench Tech. Vous retrouverez donc un moment d'égarement, nouvelle formule de Laurent Guérin. Et qui nous revient très en forme. Et la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. Je crois qu'il est en grande forme lui aussi. Allez, je crois qu'il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Jean-Noël, on a coutume sur Trench Tech de tutoyer nos invités, mais là je suis pas sûr que le protocole nous le permette. Alors est-ce qu'on peut se tutoyer ? Allez, on va se l'autoriser exceptionnellement. Waouh, trop Ouais, bien. merci. C'est un véritable plaisir de te recevoir dans Trench Tech pour ouvrir cette 3e saison. Alors sans plus tarder, on lance le grand entretien. Un ministre, mais pourquoi faire ? Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Bon, nous chez Trench Tech, on pense que tu as l'un des ministères les plus importants du gouvernement, en toute objectivité. Mais manifestement, tout le monde ne pense pas comme nous. Le clin d'œil à la série Sous contrôle qu'on a entendu en intro illustre bien que le poste de ministre du numérique n'est pas le plus couru. Et si on considère la hiérarchie ministérielle, tes prédécesseurs étaient seulement, je mets des petits guillemets, secrétaire d'État. Et toi, tu es ministre délégué. Alors, si on voit que cette place progresse, pourquoi le numérique aujourd'hui n'est pas un ministère à part entière en France ? Parce que le numérique est un sujet relativement nouveau. La bonne comparaison, c'est celle de la transition écologique. Il y a encore quelques années, au gouvernement, on trouvait un ou une secrétaire d'État chargée de l'écologie. Désormais, c'est devenu l'un des principaux ministères. Avec le numérique, on est passé de secrétaire d'État à ministre délégué. Ça montre
la prise en compte par le président, par la première ministre de cette question importante. Mais évidemment, le numérique, il ne s'arrête pas aux portes de mon ministère. Du numérique, il y en a dans tous les ministères. Et c'est un sujet qui va continuer de monter et le poste va devenir de plus en plus couru. Mais est-ce que ça ne montre pas finalement que les questions de numérique sont un peu diluées en France? Et d'ailleurs, nous, c'est un des principaux points qui nous a motivés à lancer Trench Tech. On se disait que tous les impacts sociétaux du numérique et le numérique de manière générale n'étaient finalement pas directement adressés. Il était un peu partout, mais jamais adressé en tant que tel. Est-ce que ça, tu ne crois pas que c'est un problème? Et finalement, qu'est-ce que ça révèle de la manière dont le numérique est vu au sein du gouvernement et en France? C'est pas tout à fait vrai. Du numérique, il y en a partout au gouvernement parce que dans chaque ministère, il y a besoin du numérique à la fois pour le fonctionnement quotidien, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui s'appuient sur le numérique. Mais si vous prenez le périmètre du ministère dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, vous avez bien l'ensemble des sujets qui sont adressés. Puisque moi, je m'occupe à la fois de l'innovation, c'est-à-dire de notre capacité à concevoir, développer nos propres outils technologiques pour que nous en soyons les maîtres et les possesseurs. Je m'occupe de la démocratisation de l'accès au numérique pour faire en sorte que tous les Français puissent y avoir accès, à la fois avec le développement des infrastructures, le mobile, le fixe, etc., mais aussi la lutte on va reparler de tout ça, numérique. Et puis, entre les deux, la sécurité dans l'espace numérique, la protection de nos concitoyens. Donc, on a bien, même si c'est un ministère qui est rattaché à Bruno Le Maire et à Bercy, l'ensemble des sujets qui sont pris en même temps. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait que le numérique soit en tout cas symboliquement rattaché à Bercy, est-ce que ça ne vient pas envoyer un signal d'une certaine manière de le circonscrire à des enjeux économiques, voire marchands, c'est-à-dire à l'heure de la mondialisation, forcément, et la compétition qui est extrêmement féroce entre le bloc asiatique, disons, et le bloc américain. Est-ce que c'est pas le limiter à ça, là où, évidemment, tu viens de le dire, les enjeux rejaillissent et irriguent dans l'ensemble de la société? C'est toujours le risque, mais pour ce qui me concerne, j'oriente mon action en fonction de la manière dont le numérique peut améliorer le quotidien des gens. Le numérique est un outil, comme toute technique, comme toute technologie, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. La mission qui est la mienne, c'est qu'elle soit utilisée à bon escient. Au pluriel, que les technologies numériques soient utilisées à bon escient pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. D'ailleurs, on est parti bille en tête sur cette question-là que je pense beaucoup de personnes se posent. Mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'en savoir un petit peu plus aussi sur toi et sur ton rapport à la technologie en général, sans aller jusqu'à dire que notre rapport aux outils tech nous définissent. Je crois qu'on est de la même génération. Ça serait assez intéressant, peut-être en 3 questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais savoir, toi, quel était ton rapport à la tech ou à l'informatique quand tu étais enfant ou étudiant? C'était quoi ton rapport à la tech? Tu étais plutôt à l'utiliser, pas l'utiliser, à coder, enfin, je sais pas, enfin, c'était quoi? Moi, j'ai un rapport tout à fait normal, si l'on peut dire, à la tech, celui que beaucoup de nos concitoyens entretiennent, c'est-à-dire, lorsqu'une nouvelle technologie se présente, l'envie de s'en saisir pour essayer de profiter des opportunités qu'elle offre. Moi, quand j'avais 14-15 ans, c'est le moment où les PC sont arrivés dans les foyers. C'est quelques années plus tard le moment où Internet est arrivé. Et comme tous les adolescents de mon âge, j'y ai vu des opportunités. Mais j'ai vu aussi, parce que j'ai grandi dans une zone rurale, dans une petite commune d'Auvergne, que le numérique pouvait aussi creuser certaines fractures. J'ai vu autour de moi, et je le vois tous les jours, que certaines personnes sont moins à l'aise que je ne peux l'être avec les outils numériques, que d'autres le sont un peu plus, et que tout ça, ça n'est soutenable que si chacun se sent embarqué. Et puis, j'ai maintenant 2 jeunes enfants de 4 et de 7 ans qui commencent déjà à prendre en main les outils numériques. Et comme tous les parents de France, je commence à la fois à réfléchir à la manière dont ça peut faciliter leur apprentissage, etc., mais aussi commence à m'inquiéter sur
tous les contenus inappropriés sur lesquels ils pourraient tomber. Donc, d'une certaine manière, ma vie de citoyen, d'adolescent un temps, de parent désormais, m'a fait rencontrer la technologie comme beaucoup de Français le font au quotidien. Et dans les responsabilités qui sont les miennes, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on en tire le meilleur profit. Alors tu as 3 parents autour de la table et on reviendra sur ces sujets d'exposition des enfants aux différentes limites et risques du numérique. Une dernière question pour apprendre à mieux te connaître à travers tes usages du numérique. Si on te demandait de nous montrer l'écran d'accueil de ton téléphone mobile, ce serait quoi les 3 applications que tu utilises le plus au quotidien ? C'est hyper intime comme question. Ouais. Attends, je vais regarder tout de suite. Donc je tombe sur une photo de mes 2 enfants. Pas mal. Et ensuite, j'ai les messageries. Et notamment Olvid, que nous utilisons dans mon équipe, une messagerie française sécurisée. Bravo. Nous, on est sur Signal. Mais c'est bien. Super mais Olvid, c'est encore mieux. Et c'est français. J'ai Twitter et j'ai Blue Sky, parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis... Alors, tu as encore l'icône Twitter, t'es plus sûr. Oui, X. Ah oui, mais parce que moi, ma fille m'a dit que les téléphones qui n'avaient pas fait la mise à jour et qui étaient encore sur Twitter et pas sur X valaient des milliers d'euros sur eBay. Elle veut vendre mon téléphone sur eBay. Et puis, j'ai Firefox et j'ai mon appareil photo et l'agenda, le téléphone, et on a à peu près fait le tour. Bon, on se ressemble pas mal sur nos splash screens. Ok, merci pour cette petite parenthèse pour apprendre à mieux te connaître. Jean-Noël, est-ce que ton rôle n'est pas un peu schizophrène parfois ? Parce que quand on regarde finalement le rôle que tu occupes, tu es à la fois un catalyseur économique, on va en reparler dans la prochaine séquence, notamment sur l'IA où il y a quand même un gros enjeu économique, et puis en même temps protecteur vis-à-vis de tous les risques sociétaux que pose la tech. Est-ce qu'il n'y a pas un côté schizophrène et comment tu réconcilies finalement les deux positions ? Je crois qu'au contraire, on n'a pas le choix que de les réconcilier. Parce qu'on a absolument besoin de pouvoir disposer de nos propres outils. Je crois que si on est tous extrêmement frustrés par certaines déviances ou dévoiements des réseaux sociaux ou d'autres services de l'économie numérique, c'est notamment, peut-être même principalement, parce que ce sont des services qui n'ont pas été conçus en France ou en Europe. Je m'explique. On se lamente légitimement sur le fait que les grandes plateformes de réseaux sociaux ont pillé la propriété intellectuelle de nos journalistes, parfois de nos auteurs. On se lamente aussi sur le fait qu'ils ne respectent pas suffisamment bien la vie privée, qu'ils essayent de contourner ou de jouer avec les limites du RGPD. Tout cela, ça s'explique en partie parce que ce ne sont pas des Européens, si l'on peut dire, qui ont développé ces grandes plateformes de réseaux sociaux, sans quoi, de manière assez naturelle, parce que c'est leur culture, parce que c'est leur environnement, parce que c'est leur pays, eh bien, ces développeurs auraient imaginé de manière organique des garde-fous pour éviter de se trouver dans une situation où leur plateforme, leur service vient piller le patrimoine culturel, informationnel de la France, ou vient mettre en fragilité la protection de la vie privée ou des données personnelles. Tu crois vraiment qu'un entrepreneur européen, en fait, parce qu'il est européen et d'une autre culture, globalement, c'est ce que tu dis, aurait développé les choses de façon plus, on va dire éthique, je le mets entre guillemets pour prendre un mot un peu général. Ouais, éthique ou en tout cas plus en conformité avec les valeurs qui sont les nôtres. Et je dis pas d'ailleurs que un consommateur ou un citoyen américain préférerait une plateforme européenne qu'une plateforme américaine. Je dis qu'un citoyen européen sera toujours plus à l'aise avec entre les mains un outil forgé en Europe. Et je donne un exemple très concret, celui d'Antoine Martin, qui était le fondateur et patron de la start-up Zenly, qui avait développé cette application de géolocalisation qui a été rachetée par Snapchat. Oui. Il vient de lancer une application de réseaux sociaux qui s'appelle Amo. Cette application, elle a été conçue avec pour ambition de dépasser toutes ces limites que j'évoquais des réseaux sociaux qu'on utilise au quotidien pour les recentrer sur ce que devrait être, en tout cas avec le regard d'un Européen, une plateforme de réseau social, c'est-à-dire un lieu où on cultive la qualité des liens
avec ceux qui nous sont proches. Et tout a été conçu dans cette plateforme pour cela. Et par exemple, Amo va très certainement faire le choix de passer par un abonnement plutôt que par une monétisation via la publicité. Pourquoi ? Bien parce que ils veulent que la plateforme soit orientée dans les innovations à venir vers l'intérêt de ses utilisateurs et donc de ses abonnés, plutôt que d'être dans une logique de captation permanente de l'attention à des fins publicitaires. Voilà un exemple, mais on pourrait le décliner à l'infini sur d'autres services de l'économie numérique. Et donc, pour répondre de manière synthétique à la question, il n'y a pas de schizophrénie. Au contraire, le soutien à l'innovation, il vise aussi la protection de nos concitoyens. Et donc, il faut me rassurer, on n'a pas un ministre schizophrène. C'est déjà une excellente nouvelle. Moi, j'ai entendu Emmanuel Macron dire que pour que les solutions françaises se développent plus, ça se joue au niveau européen. Alors, je le ressens hyper bien aussi. Et qu'un des sujets clés était d'arriver à déloquer le marché européen. Pour que quand une start-up française propose une solution, elle soit directement accessible à 500 millions de personnes, c'est-à-dire à tous les Européens, ce qui crée un marché en plus supérieur à celui des US. Je trouve qu'on ne parvient pas bien à faire ça. Je ne vois pas d'application française, voire européenne, qui arrive à s'imposer partout, à quelques exceptions près. On peut citer Spotify ou autre. Comment on ouvre ce marché européen aux start-up françaises ? Eh bien, en imposant progressivement les mêmes règles dans tous les pays européens. C'est ce qu'on a fait depuis quelques années dans le monde numérique. Et je voudrais donner un exemple qui a plutôt bien marché, qui est celui des cryptos. Oui. Pour les cryptos, il n'y avait pas de règles en Europe il y a encore 5-6 ans. Et en 2018, avec Bruno Le Maire, qui portait une loi qui s'appelait Pacte à l'époque, on a créé... J'étais député à l'Assemblée nationale et rapporteur donc en charge de ce texte-là. On a créé un régime pour les plateformes de services sur actifs numériques, c'est-à-dire toutes ces plateformes d'échange de crypto. Ce modèle a été utilisé ou imité par l'Europe pour créer un cadre européen pour ces activités-là. Le résultat, c'est que beaucoup d'acteurs américains sont en train de venir s'installer en Europe, en passant par la France, puisque nous, on avait en quelque sorte anticipé sur ce régime, avec l'idée et l'ambition de se développer dans l'Europe entière, puisque désormais, il y a un cadre unifié et que quel que soit le lieu où on est établi, on peut agir partout. C'est exactement ce type de démarche-là qu'il faut qu'on puisse entreprendre. Et donc tu penses par exemple qu'un Mistral AI, donc startup, on va en reparler très très visible sur l'IA française et bien soutenue en France pour le coup, pourrait s'imposer comme une solution d'IA générative à l'échelle européenne ? Oui, un exemple très concret et très court. Ouais, exactement. Pour l'IA, on est en train de discuter de la finalisation d'un règlement européen qui va définir ce que c'est que le marquage CE pour un système d'IA. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça veut dire que quel que soit le pays où le système d'IA sera vendu, eh bien, il devra respecter le même cahier des charges. Si vous le respectez en France, c'est très facile ensuite de pouvoir entrer sur le marché allemand, le marché danois ou autre, parce que ça sera le même cahier des charges. Et si on voit que pour qu'une application, on va dire, puisse être déployée à l'ensemble de l'Europe, il faut qu'il y ait une certaine coopération européenne, ou du moins, on ait une bonne conciliation avec nos amis européens pour qu'on puisse avancer. Mais si je regarde, par exemple, on va dire sur le cloud et sur la certification du cloud, nous, on pousse en France beaucoup pour le Second Cloud, qui fait partie des grands objets de référence. Et on a vu que en Allemagne, on avait un peu dérivé pour se dire finalement, ce que fait Amazon, c'est pas si mal que ça. Et donc, on voit bien qu'on a une certaine, on va dire, on ne voit pas les mêmes choses, on ne voit pas par le même angle, par le même trou de la lorgnette. Alors, comment est-ce qu'on arrive à avoir justement cette conciliation européenne pour que justement, quand on sorte quelque chose, tout le monde puisse l'adopter ? C'est une excellente question. Sur les sujets d'autonomie stratégique, il faut avoir vraiment les idées très claires. C'est la France qui est à l'avant-garde et aux avant-postes. C'est la France qui, par un travail de conviction, entraîne les autres pays européens à se convaincre d'une idée simple. La puissance de notre marché intérieur, les 500 millions, le plus grand marché économique du monde, nous permet de pouvoir imposer nos règles sans pour autant que cela ne décourage les entreprises de nos amis américains ou d'ailleurs dans le monde. Et sur cette question précise de la protection des données sensibles
vis-à-vis de ce qu'on appelle les lois extraterritoriales, c'est-à-dire les lois de pays extra-européens qui permettent au gouvernement de ces États-là de réquisitionner nos données lorsqu'elles sont stockées dans du cloud, dans de l'hébergement en ligne qui est maîtrisé par des capitaux américains. Eh bien, je pense en particulier au Cloud Act. Hein. Oui. On en parle régulièrement Absolument. Eh bien, sur ce sujet, c'est la France qui est d'abord le plus en avance, le pays d'Europe le plus en avance, puisqu'on s'est donné une certification et une règle il y a quelques années pour garantir que nos administrations, lorsqu'elles font leur migration vers le cloud, choisissent des solutions qui sont immunisées contre les législations extraterritoriales. Et désormais, on est en train d'essayer de convaincre les autres pays européens de faire de même, mais ça n'est pas facile, parce que dans beaucoup d'autres pays européens, je pense que la conscience des démocratiques n'est pas encore tout à fait affirmée de la nécessité de ces protections-là. Donc c'est un travail incessant de conviction. Jean-Noël, une dernière question sur cette première partie, en 2 mots, parce que sinon notre réalisateur favori va m'en vouloir. On évoque beaucoup ce marché européen, la place de la France, etc. Sur la partie haute, on va dire sur la couche haute de ce que représente l'Internet, juste en 2 mots, les câbles sous-marins. Ouais. On peut se prévaloir d'être super leader sur les câbles sous-marins, dans leur production, dans leur déploiement aussi. Mais ça reste quand même plutôt des déploiements pour une goutte d'eau dans l'océan. En tout cas, plutôt pour les opérateurs privés que sont les GAFAM qui détiennent aujourd'hui plus de la moitié des câbles et voire même 70% sur les opérations conjointes. Donc c'est très très bien en termes de marché d'occuper cette place-là, mais est-ce que quelque part on n'est pas en train de mailler le territoire quand même de ceux qui derrière possèdent le numérique et donc nos usages pour des années encore. Quelle est ta vision et qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, c'est vrai qu'on a une grande satisfaction d'avoir l'un des 3 leaders mondiaux avec Alcatel Submarine Networks du déploiement des câbles sous-marins. Ensuite, il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas portés par les GAFA. Il y en a en particulier que l'Europe soutient, qui va relier la Finlande au Japon en passant par l'Amérique du Nord et qui va donc en quelque sorte relier les pays du G7 entre eux. Et ça, c'est très important parce qu'en complément de nos réseaux télécoms un peu plus traditionnels, mobiles et fixes, il y a ce sujet des câbles sous-marins et le sujet spatial qui sont des piliers de notre autonomie et sur lesquels on est mobilisé au niveau européen s'agissant des câbles, au niveau européen s'agissant du spatial aussi, même si on encourage dans les deux cas et on soutient nos acteurs français. C'est l'heure de la tech entre les lignes de Louis de Diasbach. La tech entre les lignes. Alors, pour commencer cette nouvelle saison, Louis, tu vas nous parler de tes collègues ? Alors, plus ou moins. Je ne fais pas vraiment mystère de mon affiliation au Boston Consulting Group, et ce dernier se compose notamment d'un think tank, le Henderson Institute, qui est dirigé par François Candelon, un Français, et qui a réalisé, avec le soutien de Harvard, Wharton et du MIT, une étude passionnante intitulée « Navigating the Jagged Technological Frontier », ou en français « Naviguer sur une frontière technologique irrégulière », et qui interroge les performances au travail suite à l'arrivée des Large Language Models. Ouais, encore un papier sur le travail et les LLM. Est-ce qu'on n'a pas déjà dit tout et son contraire ? Alors peut-être. Et c'est certain que cette étude amène de l'eau en moulin qui tourne déjà bien vite, et un peu dans tous les sens. Cependant, il y a 2 points qui m'ont donné envie d'en parler aujourd'hui. D'abord, j'ai moi-même été sujet de l'étude. J'y ai participé avec plus de 750 consultants du BCG, ce qui en fait une étude massive sur l'impact de la tech sur les cols blancs, ceux qui étaient auparavant à l'abri des innovations technologiques. Ensuite, deuxième point, c'est que le papier prend énormément de hauteur. Il évite les côtés un peu clivants et polarisants qu'on retrouve trop souvent. Ça, par contre, c'est très agréable. Ok, mais alors, que nous apprend ce super combo BCG, Harvard, Wharton et MIT ? Alors, en fait, ce combo souligne l'existence d'une frontière technologique entre, d'une part, des tâches qui seraient facilitées par les LLM et l'IA, et d'autres qui, bien que semblant similaires en termes de complexité, sont en réalité d'un autre registre. Par exemple, pour les tâches qui sont, on dirait, à l'intérieur de la frontière, comme notamment la créativité dans l'idéation ou bien de la création de contenu, l'appel à un LLM rend le consultant plus rapide, plus efficace, bref, il n'y a pas grand-chose de neuf ici. En revanche, pour des tâches qui sont en dehors de cette frontière, telles que par exemple du pur problem solving, l'étude ne montre pas que l'IA n'améliore pas trop les performances des consultants, elle montre qu'elle les empire, et pas qu'un peu,
de 20%, avec le risque également que les individus ne remettent absolument pas en question les résultats donnés par l'IA et qui recopient simplement ce que ChatGPT leur propose de recopier. Ah ouais, donc important de savoir qui est dedans ou dehors. Mais est-ce qu'on connaît bien cette frontière ? Alors malheureusement, pas vraiment. D'une part, elle évolue constamment en fonction des évolutions technologiques, et d'autre part, naviguer entre ces eaux demande une grande expertise. Et c'est d'ailleurs un point hyper intéressant du papier. Par exemple, si demain, tous les experts, tous les seniors consultants du BCG demandent à des IA de réaliser les tâches qui sont à l'intérieur de la frontière, on pose la question comment est-ce que les jeunes consultants vont se faire les dents et apprendre le métier. Tu sais, ça fait penser à ce dont Gérald avait parlé, Gérald Olubowicz, dans sa chronique Automatiser l'info. Le fait que l'IA puisse reprendre une partie des tâches pourrait en fait créer d'immenses déficits d'éducation si c'est fait sans réfléchir, avec une simple volonté d'optimisation des coûts à court terme. Donc travailler avec l'IA et savoir quand et comment le faire, ça va requérir de toutes nouvelles compétences. Exactement. Et BCG montre l'émergence en fait de 2 types de comportements, on va dire. D'une part, les centaures, ce sont ceux qui délèguent une partie des tâches complètement à des IA et qui font le reste complètement eux-mêmes. Donc tu vois, tu aurais des tâches IA, des tâches humains. Et ensuite, les cyborgs qui sont sans cesse en train de dialoguer avec l'IA pour chacune de leurs tâches. Donc il faudra sans doute davantage d'études pour déterminer lequel de ces êtres mythologiques est le plus pertinent. Et on découvrira probablement au fil de ces études plein de nouvelles façons de collaborer avec la machine. Ce qui va du coup sûrement nourrir encore plein de nouvelles chroniques. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Louis. Alors, quand on a reçu Cédric Villani il y a quelques mois, on se disait que la France avait encore raté un virage technologique majeur. Mais depuis, on assiste à un véritable sursaut. Les levées de fonds, succès et annonces tonitruantes se multiplient. Citons en vrac QTI et ses 300 millions d'euros, les levées de fonds exceptionnelles de Lighton et surtout de Mistral AI, ou encore la belle épopée de Hugging Face, entreprise certes basée aux US, néanmoins née en France. Alors ces bonnes nouvelles font toutefois un peu pâle figure à côté du rayonnement de la tech américaine boostée par des budgets qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, alors que les nôtres se chiffrent en centaines de millions. Alors finalement, comment la France veut se positionner dans cette compétition mondiale et est-ce qu'on se donne véritablement les moyens de nos ambitions ? Je crois qu'il est désormais établi que la France fait partie des nations les plus avancées dans cette nouvelle vague de l'IA générative, cette révolution qui vient. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Moi, je l'entends, et en tant que Français, on le voit. Mais au niveau mondial, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, d'abord, c'est que tout le monde le dit. C'est qu'ensuite, ça se voit en termes de maturité technologique. On a quelques équipes qui sont considérées dans le monde entier comme étant capables de rivaliser avec celles d'OpenAI et d'Anthropic AI. Ça se voit au lever de fonds. Tu as cité celle de QTI, mais on pourrait citer celle de Mistral, plus de 100 millions d'euros. Ouais. On pourrait citer un exemple encore plus significatif qui est celui de Poolside, l'entreprise fondée par le créateur de GitHub, qui a levé 126 millions de dollars aux États-Unis et qui a décidé d'installer son entreprise en France. Bref, on a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de dire avec beaucoup de tranquillité et de sérénité qu'on est très bien positionné. Est-ce que ça va être une bataille facile à emporter ? Évidemment que non. Mais on a, si l'on peut dire, les 3 ingrédients nécessaires à la réussite ou à la recette d'un modèle d'IA générative, les talents qui sont en train de revenir des laboratoires des big tech après avoir obtenu leur doctorat dans nos universités pour créer en France leur entreprise, le mix énergétique décarboné qui va nous donner un avantage assez important en matière de puissance de calcul qui vient s'ajouter au fait que nous n'avons pas de Cloud Act en France et en Europe, ce qui pour beaucoup de pays dans le monde est un avantage très important et qui va le devenir de plus en plus dans les années qui viennent. Et troisièmement, on a un troisième ingrédient qui est essentiel, que sont les données. On a un patrimoine culturel, informationnel, qui est considérable, qui n'a pas encore été pleinement numérisé, que nous voulons mettre à disposition de l'entraînement des modèles d'IA dans un sens qui soit respectueux évidemment du droit d'auteur
et de la propriété intellectuelle. Et sur ces 3 sujets, celui des talents, celui de la puissance de calcul et celui des données, le président de la République a fait à Vivatech des annonces pour qu'on continue d'investir et qu'on continue de pousser l'écosystème d'IA générative à devenir parmi les tout premiers dans le monde. J'aime bien l'idée de notre mix énergétique qui va devenir un avantage concurrentiel devant tous les modes de calcul qui vont être à développer avec l'IA. Et moi, j'aimerais revenir sur un autre point que tu viens d'évoquer à l'instant comme facteur clé de succès, d'une certaine manière, sont les talents. Parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement depuis le début de Trench Tech dans nos différents épisodes. Cette fuite des cerveaux, on le sait bien. Il y a qu'à regarder récemment les chiffres aux États-Unis sur toutes les grosses têtes de l'IA en général qui font partie des big tech, justement, des grosses entreprises, des géants de la tech aux États-Unis. Ils sont tous d'origine étrangère. Et parmi eux, il y en a 2 qui sont français, dont Yann Lequin, dont on parle tout le temps, mais on a plein de super tronches qui sortent de chez nous et depuis très longtemps. Le fait de pouvoir garder ces talents-là, alors qu'ils sont formés chez nous pour éviter d'être la JOCR d'autrefois, qui forment les superstars de demain et qui vont jouer ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu viens de nous parler de cette capacité à faire revenir, entre guillemets, ces Français qui sont allés bosser pour les GAFAM ou les BATX. Qu'est-ce qui nous donne la certitude qu'on est en capacité de le faire? Parce qu'il faut pouvoir proposer, certes, les infrastructures, ça, a priori, on les a. Tu parles de la qualité de la data et la quantité aussi, ok. Mais il y a quand même une histoire de gros sous derrière tout ça. Donc, comment on fait? D'abord, je pense qu'il fallait changer l'état d'esprit. Et ça, c'est ce qui s'est produit depuis une petite dizaine d'années, sous l'impulsion notamment du président de la République. Et je dis pas ça parce que c'est mon patron, je dis ça parce que je l'entends partout dans le monde. La France a changé de perspective sur l'importance des écosystèmes entrepreneuriaux et de l'innovation, et le monde a changé de perception de la France. Et ça, c'est très important. Ça oriente le reste. La vision qui a été celle de ceux qui, il y a une dizaine d'années, ont créé BPI France, ont créé la French Tech, ont créé France Digital, eh bien, a permis à la France de se hisser sur la première marche du podium des pays les plus innovants en Europe, quelles que soient les métriques que l'on considère. Et ça, c'était un préalable. Ensuite, ce que l'on voit, effectivement, à l'ère de l'IA générative, c'est les profils de l'équipe de Mistral, de l'équipe de QTAI, des gens comme Luc Julia. Tous sont passés par les géants du numérique et sont en train de rentrer en France. La question, si je la reformule, elle est plutôt de savoir comment est-ce que on fait pour que d'autres après eux créent en France leur propre entreprise sans nécessairement avoir à passer par les laboratoires de recherche en IA des big tech. Ben moi, je pense qu'on va y parvenir parce que cette nouvelle génération, si l'on peut dire, d'entrepreneurs de l'IA va inspirer suffisamment les étudiants, les doctorants de nos grands laboratoires de recherche pour qu'ils se lancent, si l'on peut dire, sans aller faire leurs armes, sans avoir à faire leurs armes chez les big tech. Mais il faut quand même dire que un laboratoire comme FAIR, qui est le laboratoire de recherche en IA de Meta, qui a été installé à Paris avec la bienveillance des autorités françaises, nous aura quand même bien servi. Parce que même si au départ, peut-être que certains s'émouvaient de voir un laboratoire de recherche de Meta installé en France, eh ben, force est de constater que quelques années plus tard, c'est de ce laboratoire que sortent l'essentiel de l'équipe de QTAI qui vient de se lancer la semaine dernière. Okay. Mais finalement, on va reboucler sur la première question, parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Donc, si on veut faire garder les talents, pourquoi est-ce que les talents vont aussi aux États-Unis, chez les big tech, etc. C'est qu'on leur promet aussi, on va dire, presque ressources illimitées. Quand on regarde les chiffres par rapport au début qui ont été donnés par MIC, on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire... Ouais, c'est vrai. Tout l'intérêt de cette révolution de l'IA générative, c'est qu'on fait un peu balle neuve, en tout cas sur la partie logicielle. Le risque, en revanche, c'est que se reconstituent les mêmes situations de position dominante que celles qu'on a vues se constituer sur le cloud.
Parce que qui sont en réalité ceux qui aujourd'hui investissent pour l'acquisition de GPU, c'est-à-dire de puissance de calcul? Oui. Eh bien, ce sont notamment les hyperscalers de la décennie qui vient de s'écouler, c'est-à-dire les géants du cloud. Or, nous considérons, en France et en Europe, que les géants du cloud, même s'ils ont apporté un certain nombre de solutions à nos entreprises, ont constitué sur leur marché des positions de domination dont ils ont abusé pour tenir leur marché et tenir nos entreprises dans une situation de dépendance excessive. C'est pourquoi nous avons pris en France, dans un projet de loi que j'ai porté l'été dernier au Sénat et cet automne à l'Assemblée nationale, des mesures pour mettre fin à ces pratiques-là, mesures qui seront généralisées dans quelques années dans l'Union européenne. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est pour d'une mettre fin aux concurrence pratiques, équitable. d'ultra-dominance, d'ultra-domination, c'est ça les pratiques auxquelles tu veux mettre fin? C'est juste pour être sûr de... Oui, absolument. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une concurrence équitable. Aujourd'hui, nous avons une concurrence équitable sur les talents. Nous avons des talents en France qui rivalisent avec les meilleures équipes de recherche aux États-Unis. Là où la concurrence n'est pas tout à fait équitable, c'est dans l'accès à la puissance de calcul. Parce qu'aujourd'hui, c'est fort de leurs réserves, de leur trésor de guerre très considérable que certains hyperscalers font la razzia sur la puissance de calcul. Ce sujet-là, nous entendons le traiter en France et en Europe en rétablissant une concurrence équitable dans le domaine du cloud, qui est très lié à celui de la puissance de calcul pour l'IA. Je ne sais pas si je suis clair. Si, très 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 clair. Si effectivement, clair. Il y a un des volets qui est resté le nerf de la guerre et tu as très bien répondu, merci beaucoup. Il y a un deuxième volet qui a été, alors puisque tu l'as cité, je me permets de le reciter aussi, Luc Julia, qui disait ce qui faisait de l'innovation, c'était la coopération. Donc on a cité beaucoup de startups, on va dire françaises, avec le talent français et on peut s'en féliciter, Cocorico aussi, de temps en temps ça fait du bien, mais quelles sont les grandes coopérations, on va dire, européennes que l'on a, qu'on essaye d'élaborer par exemple entre la France et l'Allemagne, sur ces sujets-là, en disant on va construire un géant européen, pas uniquement français, mais européen, dans ce domaine-là, pour essayer d'avancer. On a vu que Gaia X, c'est pas non plus le top du top. Ça commence à se lancer. Et que, voilà, comment est-ce qu'on essaye de lancer, d'insuffler on va dire, cet ensemble européen? On coopère notamment sur la mise en commun de la puissance de calcul et notamment de la puissance de calcul pour la recherche avec EuroHPC. Ensuite, je crois qu'il faut se battre avec les mêmes armes que les autres. Comme je le disais, aux États-Unis, les OpenAI, les Anthropic AI, etc., donc les leaders de l'IA générative, sont des petites équipes de chercheurs. Bon, nous avons des petites équipes de chercheurs. Ensuite se pose la question de la puissance de calcul qui aujourd'hui est le goulet d'étranglement, puisqu'on a un seul producteur de processeurs, de GPU, qui dispose de la technologie nécessaire à l'IA générative. Donc tout le monde se précipite sur ces processeurs. Évidemment, ces processeurs coûtent très très cher. Et vous avez aujourd'hui une petite poignée d'acteurs qui sont les grands gagnants de la décennie de la migration vers le cloud qui vient de s'achever, ou en tout cas qui vient de s'écouler. Oui. Et qui sont en train de faire main basse sur ces processeurs. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la réaction de Iliad et de CMA-CGM qui ont décidé avec la fondation QTI de répliquer en créant en Europe le premier, je dirais, la première fondation dédiée à la recherche en open science, mais qui va mobiliser de la puissance de calcul que Iliad, un acteur français, a réussi à obtenir de la part d'NVIDIA. Et tout à l'heure, j'évoquais les différents indicateurs qui me permettent d'être optimiste. Je constate qu'NVIDIA, qui aurait pu privilégier beaucoup d'autres clients avant de choisir des Français, eh bien, a donné priorité à une entreprise française pour lui vendre des microprocesseurs de manière à installer la première base de calcul de nouvelle génération en Europe avec Iliad. Ça, c'est aussi un signal qui est très intéressant et très prometteur. Jean-Noël, en matière de coopération européenne, on pense en matière d'IA beaucoup à l'AI Act, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec cette espèce de petit pas de côté, l'accord France, Allemagne, Italie en marge des discussions qui étaient bien avancées sur l'AI Act, avec l'idée de finalement ne pas être si coercitif que cela avec les acteurs qui créent des modèles de fondation. Des modèles de fondation, merci, c'est ça, et plutôt partir sur une idée d'autorégulation.
beaucoup d'experts regardent ça avec un œil un peu circonspect, à vrai dire. Et est-ce que c'était pour préserver la compétitivité des pépites européennes, et notamment françaises, comme Mistral, qu'on vient de citer, versus les gros faiseurs de la tech? Enfin, pourquoi ça? C'était surtout pour rester fidèle à l'ambition initiale de ce règlement. Ce règlement, c'est quoi? C'est le marquage CE. Vous savez, le marquage CE, c'est ce qui permet aux consommateurs, aux utilisateurs européens de produits ou de services d'être rassurés sur la sécurité des biens et des services qu'ils utilisent. Eh bien, c'est le marquage CE pour les systèmes d'IA. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce règlement? Il dit, si vous développez un système d'IA pour gérer le trafic routier, pour faire fonctionner un scanner médical, pour servir d'aide au recrutement, etc. Donc des usages dits à haut risque. Alors, pour obtenir le marquage CE, vous allez devoir vous soumettre à un certain nombre d'obligations d'audit et de transparence. En revanche, si votre système d'IA est utilisé pour un usage sans risque, comme un jeu vidéo par exemple, vous allez obtenir le marquage CE sans avoir à fournir de lourdes déclarations sans avoir à conduire de lourds audits. Si vous ne respectez pas ces règles, ou si dans le cours de la distribution de votre système d'IA, il s'avère que vous ne les avez pas respectées, la sanction est très lourde. C'est le retrait et le rappel, exactement comme pour les smartphones, comme pour les canettes, etc. Retrait du marché, rappel des systèmes qui ne se conforment pas aux obligations. C'est ça le règlement IA. Le Parlement européen, quand il a commencé à travailler sur le texte, a vu arriver ChatGPT. Et il s'est dit, oulala, ChatGPT, ça a l'air extrêmement risqué. C'est pas tout à fait les systèmes d'IA tels qu'on les avait imaginés au départ. Je l'évoquais, des systèmes d'IA pour un usage spécifique. Et donc, on n'a qu'à créer un cadre réglementaire pour ces modèles-là, ces modèles de fondation, de manière à en limiter les risques. L'inquiétude qui est la nôtre, c'est qu'en s'écartant de l'origine, c'est-à-dire du marquage CE, d'une réglementation qui diffère selon les risques, eh bien, on vient décourager le développement en Europe de ce type de modèle. Bien sûr que ce type de modèle de fondation qui vont être utilisés ensuite par des systèmes d'IA pour le trafic routier, pour les dispositifs médicaux, pour l'aide au recrutement, il faudra qu'ils fournissent un certain nombre d'informations à ceux qui, en aval, vont raffiner ces modèles pour qu'ils soient utilisés à des fins industrielles. Mais les ensevelir, les assommer de règles extrêmement lourdes, c'est prendre le risque que ces modèles ne soient pas développés en France et en Europe. Et ça serait la pire des choses qui pourraient nous arriver, puisque je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a entre les mains un outil qui n'a pas été forgé en Europe ou en France, vous pouvez réguler autant que vous le voulez, vous aurez toujours un arrière-goût de frustration, vous aurez toujours une frustration démocratique parce que les droits d'auteur ne seront jamais aussi bien respectés que vous ne le voulez, la vie privée ne sera jamais aussi bien respectée que vous le voudriez. Et donc, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que les modèles se développent en Europe. Or, les acteurs économiques de toute la filière, pas seulement ceux qui sont à l'avant-garde, nous disent « Attention, si vous allez trop loin, et on sait que vous êtes tentés, parce qu'en Europe, on aime bien réguler, surtout quand on se dit qu'on va réguler des acteurs américains au passage. Attention, si vous régulez trop vite, ce qui va se produire, c'est que tout va partir. Et ces talents qui ont quitté les laboratoires de recherche américains ou autres pour venir s'établir en France, créer leur propre entreprise, vont prendre le vol retour pour retourner dans un contexte propice à l'innovation. Alors justement, sur ceux qui font des vols retour et des vols aller, on est juste après, là, on enregistre là, on est fin novembre, il faut le préciser, et on est juste après l'espèce d'épisode drama mondial qui s'est passé autour d'OpenAI, de Sam Altman qui s'est fait virer d'OpenAI, puis intégré chez Microsoft, puis finalement revient plus fort que jamais sur OpenAI, et au milieu de ce feuilleton, t'envoies un tweet magnifique où tu invites Sam Altman, son équipe et leurs talents à venir s'installer en France où on accélère l'intelligence au service du bien commun. Bon, t'as pas été
entendu par Sam Altman sur ce tweet? Si, il a dit oui, puis il a dit non, puis il a dit oui, puis il a dit non. Non, je plaisante. Ah ouais, pareil. Quelle était l'intention, en fait? L'intention, c'était de signaler que la France, et en particulier que les autorités françaises, sont mobilisées pour continuer à renforcer l'écosystème d'innovation, et notamment en matière d'intelligence artificielle générative. C'est pourquoi on a été très heureux l'année dernière de recevoir Sam Altman, qui a pu constater les forces que nous avons ici, qu'il les connaît et avec lesquelles il entend bien pouvoir collaborer d'une manière ou d'une autre. Donc on continue à entretenir ce lien-là. Alors à propos d'égarement, c'est l'heure de retrouver Laurent Guérin et son moment d'égarement, qui est un moment d'égarement nouvelle formule. On rentre dans l'âge du fail. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Ouh, Laurent, pour ton premier moment d'égarement, nouvelle formule, l'âge du fail, tu choisis d'aborder un sujet que j'adore. Tu vas nous parler musique, c'est bien ça? Et oui, je vais te conter, cher auditeur, l'aberration des DRM dans la musique, ou gestion des droits numériques, preuve s'il en fallait que l'être humain est capable de se faire des nœuds au cerveau tout en prouvant par la même occasion qu'il n'en a pas de cerveau. Quand la tech et l'innovation se prennent les pieds dans le tapis et s'encastrent dans le mur porteur de l'industrie de la musique, ça nous donne un chantier chaotique et labyrinthique sur lequel on a beau mettre un casque de chantier ou un casque pour chanter, on prend quand même des parpaings dans l'oreille. Au départ, les DRM représentent une innovation restrictive. Les maisons de disques s'inquiètent de l'augmentation du piratage de leurs œuvres et veulent réagir. Alors, quand je dis œuvre, on s'entend bien. Les supports de musique enregistrés sont devenus des biens de grande consommation et les méthodes de fabrication, de distribution et de marketing s'apparentent plus à de la lessive qu'à de l'art. On bouffe du compact disque à Noël, aux anniversaires, aux pots de départ, aux naissances, aux enterrements. Tiens, voilà l'intégrale de Mireille Mathieu, au cas où tu respires encore. Le consommateur croule sous l'offre et il achète tout. Les ventes de CD sont multipliées par 5 entre 1990 et 2000 et au zénith de son existence, le business de la musique enregistrée écoule 2,5 milliards d'albums par an. Que de bonnes vibes dans nos oreilles. Mais bon, je sens le Larsen approcher. Alors, qu'est-ce qui brouille l'écoute? Eh bien, ce qui va pas, c'est que cette mécanique bien huilée va voler en éclats entre 1999 et 2001. La faute à Sean Fanning et Sean Parker, qui ne sont pas des basketteurs, mais les fondateurs de Napster. Ce logiciel utilisant Internet permet d'échanger des fichiers audio au format MP3 et démocratise le piratage à un niveau inégalé dans l'histoire de la lessive, de la musique. Pour des millions d'audiophiles, musique rime désormais avec gratuite. C'est illégal peut-être, mais c'est pas cher. Et c'est en quelque sorte la revanche du consommateur qui se rebelle après avoir été à la fois mouton et vache à lait. Si les maisons de disques réagissent timidement au départ en arguant qu'au niveau qualité sonore, le MP3 c'est de la bouillie et que c'est Mozart ou Lennon qu'on assassine encore, elles ne peuvent que constater l'étendue des dégâts en 2002. Les ventes de CD sont en berne et Apple cartonne avec l'iPod. Mais comment empêcher la libre circulation d'un fichier informatique? Car oui, la musique est désormais dématérialisée. L'objet a disparu. Plus de vinyle, plus de cassette, plus de CD dans ton Intermarché préféré. Plus de vinyle, plus de CD, plus de cassettes, les rayons se vident. C'est la mort du petit cheval, c'est la mort du son. Mais là, donne-moi de l'espoir. Je sens que le numérique vient au chevet des artistes et des maisons de disques. Et qu'est-ce qu'ils ont pondu? Eh bien, l'innovation choisie pour rester en vie, ce sont les DRM. L'industrie s'y prend en 2 temps. D'abord, elle obtient la fermeture de Napster. Ensuite, elle se met à vendre de la musique au format numérique et protégé. Et oui, pour éviter que leurs œuvres voyagent d'un ordinateur à un autre. Comment ça marche? Eh bien, ça marche pas. Tout acheteur qui se procure légalement une œuvre, en la payant donc, se voit attribuer une licence d'utilisation. T'achètes un Perrier, t'as le droit de le boire. Sauf que l'utilisation ne peut se faire que sur la machine qui a déclenché la licence. Tu peux boire un Perrier que dans l'Intermarché où tu l'as acheté. Sauf que tu peux déclencher ta licence quand même sur 2 autres machines qui t'appartiennent. Tu peux boire ton Perrier dans 3 magasins, mais que des Intermarchés. Sauf que tu peux pas déclencher la licence sur n'importe quelle machine car il existe différentes technologies de DRM, elles sont incompatibles les unes avec les autres. Si t'es venu en Peugeot, tu peux pas boire ton Perrier dans une Mazda. Et en plus, il est impossible ou presque de transférer ta licence vers une machine plus récente. Ce parcours du combattant, une des pires expériences utilisateurs de l'ère informatique, durera 6 ans, au cours desquels les ventes de MP3 ne décolleront pas et les ventes de CD continueront leur chute. Mais t'inquiète pas, Barbara, le tunnel a un bout. Et ouais, c'est le bout du tunnel. En 2007, c'est la fin des verrous numériques, RIP DRM. Les MP3 sont désormais vendus DRM free. Pourtant, la sauce ne prendra jamais. Une start-up suédoise commence tout juste sa croissance exponentielle. C'est Spotify qui mise sur un nouveau mode de consommation, le streaming. French Tech, esprit critique pour tech éthique et top.
Merci Laurent pour ce nouvel âge du fail. Jean-Noël, on a largement évoqué ton rôle de catalyseur économique, mais tu as aussi un rôle tout aussi important de protecteur des citoyens que nous sommes toutes et tous vis-à-vis des multiples risques auxquels nous sommes exposés. Et nous sommes tous les 3 parents, on l'a déjà dit tout à l'heure, et nous sommes tous les 4, tous les 3 autour de la table, plus toi évidemment, et nous sommes tous très concernés, voire parfois inquiets par l'exposition de nos enfants aux écrans, et surtout ce à quoi ils accèdent à travers ces écrans. Bref, tu me vois venir avec mes gros sabots. On veut parler de cyberharcèlement, mais on veut aussi parler de l'accès aux sites pornographiques. Ça fait beaucoup de remue-ménage depuis la rentrée 2023. Simplement pour poser le sujet, donc il y a une loi qui date de 2020 qui impose aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Les acteurs de cette industrie s'abritent derrière un argument qui est tant qu'on ne nous dit pas comment il faut faire, on ne sait pas comment faire, grosso modo. Ils savent très bien. Et ils savent très bien faire. Il y a des techniques et on va revenir dessus. Et parallèlement, il y a des associations de parents qui ont porté plainte, qui s'étaient fait débouter une première fois en appel. Puis la Cour de cassation, le 18 octobre 2023, donc, leur a, entre guillemets, rendu justice en disant que leur action était justifiée et qu'il fallait pouvoir bloquer ces sites. Concrètement, on enregistre, il est fin novembre, l'a dit tout à l'heure, on diffuse tout début janvier. On en est où? Et tu as une proposition de loi qui est donc en cours. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce sujet à début janvier? Et tu avais promis d'éradiquer en fait ce sujet-là à fin 2023. Concrètement, donne-nous des nouvelles, s'il te plaît. On avance. On a d'ailleurs une urgence à agir puisque c'est un véritable scandale qui devrait tous nous indigner. Hein. Je rappelle les chiffres. 2 millions d'enfants exposés chaque mois à des contenus pornographiques parce que les sites ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs, avec des conséquences très bien documentées qui sont dramatiques pour la santé, le développement affectif de la jeunesse et des conséquences qu'on commence à percevoir, y compris en matière de violence intrafamiliale, de cette première génération qui s'est trouvée, du fait du développement de ces sites gratuits qui déversent gratuitement et massivement les contenus sur Internet, de cette première génération qui est donc une génération qui a été sacrifiée par les sites pornographiques. Il faut rappeler que un enfant sur 2 de moins de 12 ans accède régulièrement aux sites pornographiques, et l'âge d'accès pour la première fois à ces sites-là, je crois que c'est 10 ans. C'est un des rapports sur lesquels tu t'es appuyé, peut-être même. Absolument, et il faut préciser aussi que même si on n'a pas les chiffres pour la France, mais on a des chiffres pour d'autres pays qui nous montrent que cette exposition massive, 2 millions d'enfants, la moitié des petits garçons de 12 ans, etc., chaque mois, elle est pour grande partie accidentelle. C'est-à-dire que on n'est pas là face à des enfants qui activement vont rechercher à accéder aux sites pornographiques, mais qui tombent dessus par inadvertance ou parce qu'on leur montre, etc. Et tout ça, il faut évidemment y mettre fin. C'est un scandale absolu, à la fois en matière de santé publique, mais c'est un scandale aussi démocratique parce que nous avons depuis bien longtemps, depuis des décennies, une loi qui est très claire et qui dit qu'il est interdit en France d'exposer un enfant de moins de 18 ans à des contenus pornographiques. Or, nous avons des sites aujourd'hui qui exposent massivement les enfants à la pornographie pour des raisons lucratives, parce que pour un site comme Pornhub, le trafic des enfants, c'est presque 20% de l'audience, donc c'est 20% des recettes publicitaires. Et c'est son marché de demain, en plus. Donc, et c'est son marché de demain, bref. Boire du coca très très tôt aux enfants. Tout ça est totalement inacceptable. Comment on les protège? Comment est-ce qu'on protège? Il faut faire changer les pratiques, il faut faire plier les sites pornographiques, et pour ça, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est de les menacer de blocage. Justement, Jean-Noël, j'ai une question sur ce sujet-là. Vous avez mis en place, alors je ne sais pas si c'est ton gouvernement, mais je crois que c'est celui d'avant, a mis en place un système absolument magnifique qui s'appelle France Connect et qui nous permet de nous connecter de manière très simple à un certain nombre de sites. Ce que j'ai découvert en revanche cette année, c'est qu'aussi ce France Connect, pour certaines entreprises qui veulent l'utiliser, il est payant. Je ne sais pas si tu me vois venir, mais pourquoi est-ce qu'on n'impose pas France Connect comme obligation d'authentification sur les sites porno? Ce qui permettrait de vérifier l'âge au passage. Exactement. Oui, mais vous pouvez tenter d'imposer, mais la question c'est que se passe-t-il si les sites ne se plient pas
à ses obligations. Et c'est ça la première question à régler. Et c'est ça la première question que ma loi va régler. Jusqu'à présent, il fallait engager de longues procédures judiciaires pour espérer que le juge dise pour finir, le site ne respecte pas son obligation de préserver les mineurs de l'exposition au contenu pornographique, donc j'ordonne le blocage. Avec ma loi, ça sera possible en quelques semaines seulement, puisque c'est à l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et des médias, qu'on va donner ce pouvoir-là. Donc avec cette arme de dissuasion massive, si l'on peut dire, les sites vont devoir se plier à nos règles. Ensuite se pose la question de l'outil pour vérifier l'âge. Je suis favorable à ce que les outils respectent des règles, je dirais, minimales de fiabilité, puisque aujourd'hui, les sites vous demandent si vous avez plus ou moins de 18 ans, donc ça n'est pas fiable, mais c'est très respectueux de la vie privée, en revanche, puisqu'on vous demande aucune information, ni sur votre âge, ni sur votre identité, etc. Donc des règles minimum de fiabilité, des règles minimum de respect de la vie privée, et je souhaite qu'ils puissent présenter à minima une solution de vérification d'âge qui repose sur un principe simple, celui du double anonymat. C'est-à-dire que pour accéder au site, vous devez produire une preuve anonyme de votre majorité, ce qui fait que le site ne sait pas qui vous êtes, et c'est seulement que si oui ou non vous avez plus de 18 ans, et c'est la deuxième partie du double anonymat, l'institution qui vous fournit votre preuve anonyme de majorité, ça peut être France Connect, ça peut être votre identité numérique de la Poste, ça peut être votre opérateur télécom ou votre banque, vous fournit cette preuve, mais ne sait pas ce pourquoi elle va être utilisée. De manière à pouvoir atteindre les deux objectifs en même temps, la fiabilité dans la vérification de l'âge et le respect de la vie privée. Plus l'arme de dissuasion, donc de totalement être coupé. Alors, il y a une autre grande question qui je sais, préoccupe le gouvernement, c'est celle de l'accessibilité au numérique. Tu avais commandé un rapport qui est sorti en avril 2023, qui a été réalisé par le CREDOC et l'ANCT, dans lequel il est estimé que 31,5% des Français sont éloignés du numérique. Le chiffre me scie totalement et me semble dingue. Et sur ces 31,5%, peut-être encore pire, on estime qu'il y a un jeune de moins de 25 ans sur 5 qui est éloigné du numérique. Alors, comment, d'abord, est-ce que toi aussi, ces chiffres se semblent ahurissants? Ils m'étonnent complètement. Et puis aussi, quelle action on entreprend pour combler cette fracture numérique qui amène aussi une fracture démocratique? Les deux vont certainement de pair. Elles vont absolument de pair. Je suis pas très surpris par les chiffres parce que je rencontre au quotidien, y compris dans ma famille, des personnes qui se trouvent démunies lorsqu'il s'agit d'accomplir une démarche en ligne. Ce qui veut pas dire que ces personnes sont en difficulté avec WhatsApp ou avec des jeux vidéo ou avec autre chose, mais face à un certain nombre de démarches en ligne, elles se retrouvent en difficulté. Je dirais la démonstration qui est faite par cette étude que tu citais, c'est que l'éloignement numérique n'est pas un fait générationnel. Ça n'est pas une question de génération, c'est un fait social. C'est clair. Parce que ce Français sur 3 éloigné du numérique, il a le visage des ouvriers, des employés, des personnes faiblement qualifiées, des personnes aux revenus modestes, des personnes qui vivent dans des petites communes rurales plutôt que dans les grandes agglomérations. Et là où se fait le lien... Pour avoir des chiffres un poil plus précis, peut-être, Jean-Noël, 4,5 millions n'ont pas accès à Internet, 11,5 millions qui ne se sentent pas compétents face aux outils numériques. Donc oui, ça exactement. Ça et des profils qui recouvrent une réalité sociale et qui recouvrent aussi un phénomène et une dimension civique, puisque dans les territoires où vous avez une proportion plus importante de la population qui est éloignée du numérique, on constate des taux d'abstention plus élevés lors des élections présidentielles. Ça va directement de pair. Alors, comment est-ce qu'on réagit? D'abord, il faut pouvoir offrir une garantie humaine. La garantie qu'on puisse trouver près de chez soi une personne qui vous accompagne dans la prise en main des outils numériques et vers l'autonomie numérique. Un peu l'équivalent de l'écrivain public du XXe siècle. Oui. C'est ce qu'on a lancé en 2021 avec le recrutement payé par l'État de 4000 conseillers numériques placés auprès des collectivités, d'associations, de chambres d'agriculture qui jouent ce rôle-là. Une initiative qu'on est en train de territorialiser ou d'organiser sur le plan territorial avec une initiative qui s'appelle France Numérique Ensemble,
qui a été conçu par les acteurs de terrain eux-mêmes sous l'égide du Conseil national de la refondation qui s'est tenu l'année dernière et qui est en train de se décliner dans tous les territoires pour que, quel que soit le lieu où vous vivez, eh bien, il y ait une collectivité qui soit le chef de file de cette politique-là et qui coordonne l'action de nos 4000 conseillers numériques, mais aussi des secrétaires de mairie, des responsables de médiathèques, bref, de toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, contribuent à la lutte contre l'éloignement numérique. Mais cette garantie humaine ne suffira pas complètement. Et ce qu'il faut aussi que les acteurs privés comme publics intègrent, c'est la nécessité de concevoir des outils numériques qui soient simples d'accès. Parce que les régions de France où on a le plus d'éloignés du numérique sont aussi les régions de France où le temps passé sur l'écran par les enfants est le plus élevé. Donc l'éloignement du numérique, c'est pas l'allergie aux outils numériques, c'est une sorte de découplage entre les outils qu'il est nécessaire de maîtriser pour accomplir tout un tas de démarches publiques comme privées et les usages quotidiens de nos concitoyens. Et donc, il faut que les sites du service public, il faut que les sites commerciaux redeviennent ou deviennent tout simplement accessibles. Et pour finir, pardon pour ce long dégagement, pour finir sur une note de réconciliation entre l'innovation et la fracture numérique, je vois dans l'IA générative un espoir, à condition qu'on s'en donne les moyens, celui de permettre aux personnes qui aujourd'hui sont totalement incapables de faire une démarche en ligne parce que c'est trop compliqué, et à vrai dire, ça l'est, eh bien de pouvoir, dans quelques années, accomplir cette même démarche en utilisant le langage qui est en définitive l'instrument le plus simple, ou en tout cas celui qu'on a appris à maîtriser le plus tôt. Donc on vient d'aborder cette question de l'éloignement donc dans les usages pour pouvoir bien s'approprier, y compris le service public qui se numérise à grande vitesse, ça va de soi. Mais quid aussi, je dirais, du rôle de l'État, du gouvernement vis-à-vis de ces populations qui sont peut-être un petit peu moins sensibilisées, éduquées entre guillemets au bon usage aussi des écrans et des outils du numérique en général. C'est Bruno Patino, le patron d'Arte, qui écrit dans un de ses livres qu'on est passé d'une démocratie à une émocratie où, je cite, il décrit ça comme un régime qui rend performatives nos émotions et les font envahir l'espace public avec toutes les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire la haine en ligne, le cyberharcèlement et la relative porosité aux fake news, entre autres, et avec les conséquences tu décrivais aussi tout à l'heure sur potentiellement le vote démocratique, etc. Comment tu vois le rôle du gouvernement vis-à-vis de cette sensibilisation, cette vulgarisation? Moi, je ne vois pas beaucoup de campagnes du SIG ou autres sur ces sujets-là. Ça m'inquiète un petit peu et je trouve que il n'y a pas assez de place dans le débat public sur ces sujets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé, nous, TrenchTech, à notre petite mesure. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu proposes sur ce plan-là. Ce que nous devons faire, c'est d'une part réguler. On n'est pas obligé d'accepter d'avoir des plateformes de réseaux sociaux qui dénaturent le débat public. D'ailleurs, le règlement européen que la France a porté l'année dernière, le règlement sur les services numériques, il impose aux très grandes plateformes de réseaux sociaux d'analyser et de corriger le risque qu'elles font peser sur le discours civique, c'est-à-dire sur la qualité du débat public, ainsi que sur la santé de leurs utilisateurs et sur la sécurité publique. Ça, c'est très important, parce que il ne s'agit plus simplement d'imposer aux plateformes de retirer les contenus illicites qu'on retrouve sur leurs services, sur leurs interfaces, mais aussi de veiller à ce que leur fonctionnement même ne vienne pas perturber. Bon, alors maintenant, il faut que ce règlement soit appliqué. Il est entré en vigueur pour les plus grandes plateformes le 25 août dernier. Et la Commission européenne est chargée, elle a d'ailleurs déclenché un certain nombre de demandes d'informations vis-à-vis de X, vis-à-vis de TikTok, vis-à-vis de Meta, vis-à-vis de Google, des demandes d'informations qui pourraient conduire à l'ouverture d'enquêtes suivies de sanctions qui sont particulièrement lourdes, puisqu'elles peuvent atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial, voire même l'exclusion dans certains cas. Mais ça suffit pas, la régulation. Il faut développer il faut développer aussi la communication, l'information, la sensibilisation auprès du grand public. Les anticorps. Pour que chacun puisse évoluer dans l'espace numérique sans attraper tous les virus, si l'on peut dire. Et ça passe évidemment par l'éducation. L'une des mesures que j'ai portées ou que j'ai contribué à porter, dont je suis le plus fier, c'est la généralisation du passeport numérique PIX
en classe de 6e, qui sera obligatoire l'année prochaine et qu'on va décliner ensuite pour les parents et peut-être dans quelques années pour le CM2, qui est un module que les élèves suivent en salle informatique et qui les sensibilise aux risques, aux gestes à adopter en ligne. Je suis témoin et victime de cyberharcèlement. Quel est le numéro que j'appelle, le 3018 ? Je crée un compte sur une plateforme. Comment est-ce que je trouve un mot de passe qui est sécurisé ? Je reçois un mail ou un message. Quels sont les quelques indices, quelques risques, ou quels sont les points auxquels je dois être vigilant pour être sûr que je suis pas en train de recevoir un mail malveillant. Bref, tous ces sujets. Et puis à côté de ces risques élémentaires contre lesquels il faut se prémunir, il y a l'éducation critique aux médias sur Internet qu'il faut contribuer à développer. C'est l'un des objectifs, en tout cas, que moi j'ai donné aux pilotes des États généraux de l'information qui ont commencé il y a quelques semaines, qui vont se dérouler jusqu'au début de l'année prochaine et qui, je l'espère, feront un certain nombre de préconisations pour nous permettre de nous donner ou de doter de ces anticorps indispensables si nous voulons pas devenir les crétins digitaux qui étaient... Donc dans un premier temps, fléchés sur les enfants... Dans un premier temps, fléché sur les enfants, et on espère que ça ruissellera sur les adultes, leurs parents et les autres générations, si je comprends bien. Dans cette équation un peu complexe que tu as essayé de nous démontrer, donc la digitalisation un peu plus forte, essayer d'évangéliser aussi l'ensemble de la population sur les impacts de la tech, j'ai une autre équation qui est autour de la numérisation, qui veut que globalement le taux d'équipement plus le nombre d'usages multiplié par le nombre de data qui sont stockés. Le nombre de data. Bah oui, je suis un peu dans la data, donc ça en fait voilà. Beaucoup, ça en fait beaucoup. C'est tout ça. Donc ça a un impact majeur sur l'environnement. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à concilier enjeu du développement économique dû à la numérisation et la rationalisation des impacts écologiques du numérique ? C'est une bonne question. On commence tout juste à disposer des premiers éléments sur l'empreinte carbone du secteur du numérique lui-même. Cette empreinte, aujourd'hui, c'est 2,5% de l'empreinte totale du pays. C'est relativement modeste, mais c'est amené à progresser très significativement si nous ne faisons rien. Ce que ces premiers chiffres nous ont permis de découvrir, c'est que l'essentiel de l'empreinte carbone du numérique provient de la fabrication des équipements. Que si nous voulons être contributeurs à la réduction de l'empreinte carbone, la première des choses à faire, c'est de conserver nos équipements numériques quelques années de plus. C'est la manière la plus efficace d'agir pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Mais ce qui va nous falloir mesurer plus précisément, et j'ai demandé à l'ARCEP et à l'ADEME de travailler sur un rapport qui nous sera rendu l'année prochaine, c'est la contribution du numérique à la transition écologique des autres secteurs. Et une fois qu'on aura tout ça, une fois qu'on aura d'un côté l'empreinte carbone du numérique et de l'autre la contribution du numérique à la transition écologique ou à la réduction de l'empreinte carbone des autres secteurs, c'est là qu'on pourra mieux orienter nos choix de technologie numérique, puisqu'il faut évidemment qu'ils soient au pire neutres en carbone. Ils doivent contribuer en net à la transition écologique qui est l'objectif de tous les secteurs et donc évidemment du numérique. On attend ce nouveau rapport de l'ARCEP et de l'ADEME avec impatience. On rappelle que tout début 2023, nous avions reçu l'ADEME qui était venu nous présenter en avant-première justement les différents scénarios sur lesquels ils avaient travaillé. Et donc ça fait tout à fait écho à ce que tu viens de nous rappeler. Merci pour ça, Jean-Noël. Un grand merci globalement pour cette interview qui est forcément beaucoup trop court. On a essayé de passer en revue un certain nombre de sujets. Parfois, vous nous excuserez un peu en surface, mais on voulait poser à peu près toutes les questions qu'on avait en tête. Et c'est loin d'être le cas. Néanmoins, le cap de l'année 2024 est donné maintenant grâce à toi. Merci Jean-Noël. Et quant à vous qui nous écoutez, restez encore quelques minutes avec nous. On va débriefer Thibaut, Mick et moi-même. Merci. Au revoir Jean-Noël. Au revoir, merci à tous les trois. Merci Jean-Noël. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Wouhou! On a enregistré
ministre, cette fois, c'est fait et c'était un épisode assez fou. Vous êtes trop fanboy pour moi, les mecs. Ça va pas du tout. C'est pas tant fanboy du ministre, mais tu te dis, on a enregistré un ministre. C'est quand même la classe dans Trench Tech. Mais c'est quand même extraordinaire vu qu'on est né il y a pas si longtemps que ça. Je suis d'accord. Mais ça reste quand même un homme extrêmement abordable. Moi, c'est ça qui est appréciable. Bon, alors évidemment, la façon dont il a répondu à nos questions, mais ce qui me fait vraiment dire ça, c'est cette question un petit peu piège là sur l'écran de son mobile. On voit bien qu'il est exactement comme nous et surtout au-delà de ça, il est sensible autant que nous aux impacts du numérique sur l'environnement et sur les enfants parce que c'est également un papa. Moi, j'y ai vu véritablement un citoyen comme nous qui avait des prérogatives certes de ministre, mais je me suis pas senti éloigné. Mais c'est là où on voit que le sujet est pas simple, il est vraiment complexe entre l'écologie, entre l'évangélisation, entre la numérisation, entre devenir un peu le fleuron mondial dans ces domaines-là. C'est pas simple, l'équation elle est pas simple. C'est surtout complexe comme tu dis, c'est systémique, c'est effectivement partout et là aussi où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que quand on est allé chercher sur pourquoi un ministre délégué est logé au sein du ministère de l'économie et des finances, il nous dit oui, parce qu'il faut bien le mettre quelque part à un moment donné, en gros, c'est un peu ça qu'il dit en creux, mais le numérique irrigue partout dans le gouvernement et dans tous les ministères, et je me sens et je me dis garant de tous les enjeux du numérique, y compris de ses externalités négatives, que ce soit encore une fois sur l'environnement ou sur l'impact sociétal. Alors, il y a un petit point qui va reboucler avec ce que tu disais, Mick, mais en règle générale, dans une entreprise, quand tu mets, que ce soit une DSI ou une direction digitale rattachée à la finance, bon, tu sais que globalement, tes coûts, ils vont être divisés par 3 ou par 4, et... alors là, il nous a dit clairement que c'était pas du tout le cas. C'est là où... Moi, je me souviens surtout de la transformation digitale des entreprises qui a débuté il y a 10-15 ans et d'un patron de l'innovation d'un grand groupe qui m'avait dit, moi, de toute façon, je sais que mon poste, il est auto-destructible d'une certaine manière. C'est-à-dire que le sens de l'histoire, c'est que le digital infuse dans l'ensemble des couches de l'entreprise et donc il n'y a pas de poste de direction de l'innovation ou de la direction du digital. Là, ça ne sera pas le cas avec un ministère. Au contraire, il dit qu'il y a des chances que peu à peu, ça devienne un ministère de plein droit. Bon, et les gars, quand même, un petit cocorico, là. Selon notre ministre du numérique, l'IA est pleinement dans la France est pleinement dans la course mondiale à l'IA. Il a même dit qu'on serait sur le podium mondial. Bon, ça n'engage que lui. J'adorerais qu'on puisse poser la question à son homologue américain pour voir si... tu ne crois pas qu'ils vont tous un peu dire la même chose? Non, mais comment son homologue américain, le ministre du numérique américain, voit la France en termes de compétitivité? Est-ce qu'effectivement, on est considéré comme un des acteurs qui compte le plus? En fait, la vraie question, c'est la taille de la marche sur le podium. C'est-à-dire qu'on peut être sur le podium, mais... Non, mais déjà, si on est sur le podium, attends. Mais déjà, c'est le podium. C'est quand même une nouvelle en soi et quelque chose d'assez incroyable. On l'a dit, on n'a pas du tout en France et en Europe les moyens qui ont été dégagés aux US. Donc voilà, mais c'est quand même un vrai cocorico. Et puis, j'aime bien qu'il ait mis en avant finalement un élément concurrentiel qui me semble très très fort pour la France, c'est qu'on a l'un des mix énergétiques les plus favorables et c'est un véritable élément de compétitivité à l'heure où les calculs sont hyper intensifs en IA et nécessitent donc une puissance énergétique phénoménale. Et ben moi j'aime autant que ces gros algorithmes soient entraînés sur un mix énergétique peu carboné comme l'est celui de la France, et c'est amusant de se dire que ça devient quand même un avantage concurrentiel à l'ère de l'IA. Oui, ça c'est un point très intéressant. Bon, on reste à savoir comment on refroidit aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui vont plutôt du côté des pôles pour pouvoir faire tourner leur data center pour éviter que ça chauffe trop. D'ailleurs, tu as raison, il a dit, si on veut être une nation forte en IA, il faut être une nation ou un État, ou même au niveau européen, être fort en cloud aussi. Les deux sont directement reliés dans cette équation. French Tech. Et voilà. Plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur la feuille de route numérique du gouvernement n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, il vous reste une seule chose à faire. Postez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, levez un pouce sur YouTube et partagez cet épisode autour de vous. Car comme le disait Voltaire, si les lois pouvaient parler, elles se plaindraient d'abord des gens de loi. French Tech, esprit critique pour tech éthique.